voilà, j'ai dit les choses, parce que quand on est journaliste, il faut mieux dire les choses. Je partage un très grand nombre des idées, des combats, des passions de Nicolas, mais je vais quand même essayer de l'interroger le plus dignement possible et surtout de lui permettre d'exprimer ses vues. Et Dieu sait s'il a beaucoup réfléchi depuis un certain nombre d'années. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, il a commencé au départ comme photographe, il a ensuite été animateur de radio, il a été un très grand animateur de télévision pour une émission qui s'appelait Oussoya, qui a eu beaucoup de retentissement en France sur la première chaîne commerciale et qui montrait la nature et qui montrait le monde dans ce qu'il a de plus beau. Et puis, tous deux, nous avons d'ailleurs un soir animé une émission justement consacrée à l'environnement avec l'abbé Pierre qui était là avec nous. Et on a senti qu'il y avait à ce moment-là une prise de conscience dans notre pays. Donc, on est très content de nous retrouver à l'île Maurice, à l'invitation de la présidente et de Jacqueline Franjou aussi, parce que c'est une formidable initiative que vous avez eue. Les échanges qu'on a entendus aujourd'hui et les échanges qu'on entendra demain, et évidemment, nous en disent long sur la possibilité pour quelques cœurs vaillants et quelques esprits courageux de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs idées. C'est tout le bien que je souhaite à Nicolas. Il se trouve que l'intitulé de la conférence était en gros le 21e siècle sera solidaire ou ne sera pas. Vous savez qu'au siècle dernier, André Malraux nous avait dit que le 20e siècle serait spirituel ou ne serait pas. On pourrait discuter de la spiritualité de ce monde, donc lui-même certainement serait obligé d'aboutir à un constat d'échec. Est-ce que, en ce qui concerne la solidarité, Nicolas, vous êtes optimiste pour le monde à venir, pour le siècle à venir? Merci Patrick. Je te prends le micro. Merci beaucoup Patrick pour cette introduction. Je ferai quand même par minimum de courtoisie vous remercier, Madame la Présidente, de votre accueil. Vous féliciter d'ores et déjà en si peu de temps d'avoir une influence à l'échelle mondiale sur des sujets aussi essentiels, et on a besoin de gens comme vous, et juste aussi me réjouir de la qualité des interventions que j'ai entendues tout au long de la journée. Vous avez réussi à réunir un panel extraordinaire qui, dans des moments où on pourrait douter de l'humanité, nous réconcilie définitivement avec l'humanité. Donc merci simplement pour ce bon moment justement d'humanité qui nous redonne de l'énergie, et nous allons quitter votre île repartis pour un combat au long cours auquel chacun prend sa part de responsabilité. Suis-je optimiste sur notre capacité collective à incarner la solidarité, dont j'expliquerai pourquoi dans mon esprit cette question ne vaut même plus d'être posée parce que ce n'est pas une option, c'est une condition tout simplement à la paix. Alors, sur cette question de l'optimisme ou de pessimiste, je pourrais, pendant des heures, deviser. Un jour, un ami africain m'a dit de toute façon, dans la vie, il faut des optimistes pour construire des avions, et il rajoutait, il faut des pessimistes pour construire des parachutes. Et un ami américain me disait, de toute façon, l'optimisme ou le pessimisme, ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est la capitulation, parce que les optimistes disent que tout va s'arranger et les pessimistes que tout est foutu. Donc chez nous, nous avons un humoriste qui dit les optimistes, ce sont des imbéciles heureux et les pessimistes, ce sont des imbéciles tristes. Donc la question n'est plus de savoir si nous sommes optimistes ou pessimistes, la question est de savoir si nous cédons au fatalisme ou non. Si nous décidons que l'avenir sera ce que nous décidons d'en faire, ou si l'avenir sera ce que l'avenir décide à notre place. Et en réalité, la question centrale, c'est qu'allons-nous décider ou pas de faire ensemble? Quelqu'un disait l'avenir est indéterminé, je crois que c'est Bergson, parce qu'il dépend de nous. Et Michel Foucault lui disait je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. Mais moi, je me réjouis que nous ayons encore les cartes en main, mais
la fenêtre d'opportunité entre ce que nous pouvons faire collectivement ou ce que nous ne pourrons plus faire collectivement est très courte. Dit autrement, demain se détermine maintenant. L'irréversibilité des phénomènes que vous avez évoqués sous différents angles toute la journée, avec ses conséquences tragiques et ses enchaînements, eh bien, cette irréversibilité se joue dans un temps excessivement court parce que nous n'avons que trop tardé, d'abord à acter le diagnostic, à partager le constat. Et c'est probablement la seule grande nouvelle de la conférence de Paris, c'est qu'il n'y a plus de doute sur le constat. Alors, pour revenir effectivement à la question que posait Patrick, qui est une question qui fait sens pour moi parce que la solidarité, elle ne se pose plus simplement sur une question d'éthique ou une question morale. On pourrait en faire une question d'éthique ou une question morale. Mais moi, je veux la placer autrement parce que dans le monde tel qu'il s'est réalisé, exprimé, affirmé depuis 30 ou 40 ans, pourquoi est-ce que je considère que la solidarité n'est pas une option, mais une condition? Parce qu'il y a quelque chose qui a profondément changé et dont on n'a pas mesuré en quoi elle transformait cette option en condition, c'est que nous sommes maintenant dans un monde, et ça ne vous aura pas échappé, qui est connecté, qui est relié, qui est un monde très mobile, très fluide. Et dans ce monde que nous avons voulu ou que nous subissons connecté, on ne peut pas simplement se connecter pour échanger le futile. On ne peut pas se connecter pour échanger simplement le superficiel. On ne peut pas se connecter simplement pour exposer nos différences, pour confronter nos inégalités. Et ce qui a changé fondamentalement et qui fait que cette question maintenant ne vaut plus, c'est que nous sommes dans un monde où les inégalités s'exposent. Pas simplement les inégalités économiques, certes, mais les inégalités, pour revenir au sujet de la table ronde précédente, simplement d'accès à la santé, aux soins, les inégalités démocratiques, les inégalités d'espérance de vie. C'est-à-dire dans cette connexion rapide du monde, tout d'un coup, ces inégalités s'exposent. Elles ont toujours existé, peut-être pas d'une manière aussi criante. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Mais maintenant, quand une femme africaine, et pardon de parler devant des femmes africaines, comme c'est le cas pour 25 000 d'entre elles chaque jour, découvre tout d'un coup, brutalement, que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, et qu'elle prend subitement conscience que la vie de son enfant n'a pas la même valeur, la même estime, que si simplement parce que, par un hasard géographique ou génétique, il était né de l'autre côté d'un fleuve, d'un mur, d'un océan ou d'une frontière, son enfant aurait accès au traitement pour faire en sorte qu'il ne meure pas. Eh bien, quand elle découvre que tout simplement, ça n'est pas la fatalité, mais c'est une sorte de fatalisme, eh bien, vous ajoutez à l'inégalité ou à l'exclusion un élément explosif qui explique l'état du monde, qui est l'humiliation. Et je pense que c'est un paramètre qu'il est excessivement important de comprendre. De comprendre que si la solidarité ne s'exprime pas, ne se réalise pas simplement dans les mots, et attention, si les mots ne sont pas suivis des actes, vous doublez l'humiliation. Et ça vaut pour tous les sujets, mais ça vaut notamment pour ce qui vous réunit, nous réunit ici, pour le climat. Parce que je l'ai souvent répété pendant les 3 années où j'ai travaillé auprès du président français pour notamment préparer avec Laurence Tubiana la conférence de Paris. Le changement climatique, ce n'est pas simplement un sujet environnemental. Je discutais avec une de vos ministres qui, je crois, travaille sur l'égalité des chances tout à l'heure, et elle me disait c'est important de se mobiliser sur la protection de la nature. Et je lui ai dit, attention, les mots ont un sens. Les choses mal nommées n'existent pas. Ce n'est pas simplement une question de protection de la nature. Nous avons passé un cap. Nous sommes simplement à l'aune du destin de l'humanité. Parce que les changements climatiques, je l'ai répété pendant ces 3 ans, c'est l'ultime injustice. C'est simplement une injustice, ça ajoute de l'injustice à l'injustice, de la misère à la misère, de la pauvreté à la pauvreté, parce que ça frappe d'abord les conséquences des femmes, des enfants et des hommes qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement
auxquels ils n'ont pas participé. Et si l'on veut être totalement juste dans l'écriture de l'histoire, mode de développement qui parfois s'est fait à leur détriment. Et si en plus aujourd'hui, conscients de cela, parce que tout se sait, nous sommes dans un livre ouvert, nous leur promettons, comme nous l'avons fait à Paris, mais comme nous l'avions fait à Copenhague, et comme nous l'avions fait à Rio de Janeiro, ou comme nous l'avions fait à Johannesburg, de les aider à faire face aux conséquences de notre mode de développement sans tenir ces promesses, alors inutile de vous dire qu'en finale, ce n'est pas la paix qui va s'exercer, c'est la guerre. Et donc c'est un enjeu beaucoup plus important qu'un simple enjeu environnemental. Mais ça, c'est le côté, je dirais, un peu sombre, un peu angoissant, qui n'est angoissant que si nous ne regardons pas cette réalité en face. Mais il y a une autre manière de regarder ce sujet-là. C'est que c'est la première fois, me semble-t-il, et d'ailleurs la présence des chefs d'État à Paris ou à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'autant d'États étaient réunis pour partager un objectif. C'est peut-être la première fois où, au-delà de nos contentieux, de nos différences culturelles, économiques, nous partageons un même destin. Vous savez, Martin Luther King disait à propos de la cause des Noirs, « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots. » Mais nous pouvons reprendre cette formule par rapport aux enjeux écologiques et climatiques. C'est tout d'un coup, et c'est pour moi l'aspect positif, si tant est que nous soyons capables de traduire ça dans notre état d'esprit, un état d'esprit que nous devons avoir universel, penser la planète comme un simple et unique espace de solidarité, si nous sommes capables de nous voir comme une famille humaine, perdue entre deux infinis, l'infini petit et l'infiniment grand. Je dis souvent, lorsque j'ai profité de ces 3 années pour essayer d'apporter un peu d'amplification à l'espoir et au désespoir des îles et des Iliens. Mais pourquoi est-ce que je suis si attaché à la cause des îles? Parce que nous sommes, nous les terriens, des Iliens qui nous ignorons. Nous vivons sur une île qui s'appelle la planète Terre, mais nous sommes entourés non pas d'océans, mais d'un espace. Mais nous devrions nous rendre compte que dans l'univers, comme vous en êtes capable, vous dans vos îles, parce que vous en voyez les limites, donc vous en voyez la faculté, la capacité, la vulnérabilité. Mais nous, les terriens, n'avons pas encore pris la mesure de la vulnérabilité et de la finitude de notre planète. Mais quelque part, nous devrions réaliser, à l'aune des changements climatiques, que contrairement à ce que nous avons cru culturellement, la vie dans l'univers n'est pas la norme, elle est l'exception, et que nous faisons partie de cette exception, et que nous sommes en train de compromettre cette exception, et que dans cette vie qui s'est épanouie depuis 4,5 milliards d'années sur Terre, nous avons un double privilège. Nous faisons partie de l'exception, mais nous sommes la partie consciente de cette exception. Et qu'en faisons-nous de cette partie consciente? Eh bien, peut-être que les changements climatiques, à un moment ou à un autre, vont nous réveiller, vont nous obliger à redonner du sens au progrès. Vous savez, nous sommes dans une époque très particulière et très paradoxale. Notre intelligence, qui ne fait pas défaut, est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. Dit autrement, ce n'est pas de plus de technologie dont nous avons besoin. Ce n'est pas de plus d'économie dont nous avons besoin. C'est simplement de décider ensemble, à une époque où, comme disait je ne sais plus quel penseur, l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant, nous sommes condamnés à redéfinir ce qui est essentiel et à d'orienter notre recherche, nos moyens économiques, notre intelligence, nos politiques sur ce qui est essentiel, mais à les mutualiser, c'est-à-dire effectivement à être solidaires, à partager. Mais pour partager, encore faut-il sortir d'un modèle qui concentre la richesse. Vous savez, il en est de l'argent comme du fumier, pardon de la comparaison, mais il ne prospère que si vous le répandez. Et vous ne pourrez pas prétendre incarner la solidarité tant que 1% de la planète concentrera 93% de la richesse. Mais la richesse, qu'elle soit économique ou monétaire, elle se constitue sur le dos de quoi? De nos ressources naturelles, de nos matières premières. Et c'est là où le combat écologique est essentiel. Comment voulez-vous produire de la richesse si le substrat de la richesse
vient à disparaître? Comment voulez-vous produire de la richesse quand aujourd'hui on est capable, dans un millième de seconde, de spéculer sur des ressources naturelles ou des ressources alimentaires pour créer la rareté dont la finance se régale? C'est là qu'il faut regarder bien en face. Et c'est cette solidarité que le XXIe siècle doit incarner, mais une solidarité dans les 3 dimensions. Solidarité, évidemment, dans l'espace. Personne ne pourra aspirer à vivre en paix tant qu'il y aura des inégalités aussi criantes dans un monde qui est devenu mobile. La solidarité dans le temps, parce que ce temps où nous décidons du futur à leur place, ce temps où nous spéculons sur le futur est terminé. Puis solidarité avec le vivant, parce que ai-je besoin, devant une scientifique comme vous, de rappeler que de la même manière, nous avons une communauté d'origine avec l'ensemble du vivant, et je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je pense que nous avons une solidarité et une communauté, de destin avec l'ensemble du vivant. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés, voilà pourquoi je suis convaincu que la solidarité n'est pas une option, c'est la condition de la paix. Nous devons partager les solutions, nous devons partager nos intelligences, nous devons évidemment les mutualiser. Et je voudrais juste, avant de laisser Patrick rebondir, vous dire que dans l'enjeu climatique qui est le nôtre, évidemment, il va falloir revisiter profondément un modèle économique, un modèle énergétique, un modèle marchand, un modèle même de relation entre les peuples et entre les États. Serons-nous capables? L'avenir nous le dira rapidement. Mais une des technologies qui va nous permettre de lutter contre les changements climatiques, pour n'en prendre qu'une, ce sont les énergies renouvelables. Et je parle ici devant le président de la région de La Réunion, qui a fait ce choix avec des objectifs ambitieux. Et j'espère que Maurice aura pour objectif l'autonomie énergétique à partir des énergies renouvelables, un mixte. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que si d'avenir, à cause des changements climatiques, nous sommes obligés d'accélérer la transition énergétique, c'est-à-dire que nous y sommes condamnés de nous affranchir des énergies fossiles, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, au-delà du fait que ça va nous permettre de, je l'espère, rétablir les équilibres climatiques? Est-ce que vous avez observé depuis la Deuxième Guerre mondiale la source avouée ou dissimulée de la plupart des conflits auxquels nous avons assisté? Est-ce qu'il vous a échappé que le pétrole, le gaz ou le charbon n'étaient très rarement éloignés des causes de conflits? Donc dit autrement, pour dire les choses dans un autre ordre, si demain nous sommes libérés de ces énergies fossiles, et si chaque pays, comme c'est tout à fait possible, est capable de produire sa propre énergie à l'intérieur de ses frontières, à partir d'un mix énergétique qui est à terme gratuit, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, les vagues sont gratuites, le gradient thermique des océans est gratuit, la biomasse peut l'être tout autant, eh bien vous allez rétablir une forme d'équité dans le monde. Il n'y aura plus de grandes ou de petites puissances. Et je pense que ce sera un extraordinaire facteur de paix. Tout ça pour vous dire qu'il y a 2 lectures par rapport au sujet qui nous anime, qui a réuni les chefs d'État. Il y a une lecture inquiétante parce que nous sommes proches d'une forme d'irréversibilité et à un moment ou à un autre, quelle que soit notre intelligence, notre générosité, nous pourrions perdre la main. Mais je pense que c'est une occasion inespérée. 2 choses. Une, de redonner du sens au progrès. Parce que je pense que la plus profonde crise que nous traversons, c'est une crise culturelle. Et puis une occasion justement, ensemble et pas séparément, de faire un saut qualitatif. Et cette solidarité, je ne doute pas que tôt ou tard, elle s'exprimera, pas simplement dans l'épaisseur du trait. Alors tu faisais allusion tout à l'heure au travail que tu as fait pendant 3 ans auprès du président de la République actuelle en France. Il y a une quinzaine d'années déjà, tu as influencé un autre président de la République, d'un autre bord, ce qui prouve qu'on peut s'entendre sur ces sujets, qu'on soit de droite ou de gauche. Et lors d'un discours qui est devenu célèbre à Johannesburg, sur une formule que tu as apparemment proposée au président Chirac, il a dit, à côté de Nelson Mandela qui a une grande importance pour toi, à tel point que tu as appelé ton fils Nelson,
Ce n'est pas du tout en raison de l'amiral Nelson, bien sûr, parce qu'il nous a valu quelques ennuis. Mais c'est en revanche une vraie gratitude que Florence et toi avez eue pour Nelson Mandela. Et le président Chirac a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Est-ce que c'est toujours la même maison qui brûle 15 ans après, ou est-ce que l'incendie a changé de genre? Non, maintenant on la regarde brûler. C'est déjà un progrès. Ce qui est déjà une étape, c'est-à-dire que nous ne fuyons pas la réalité. Le préalable à l'action, c'est de partager le diagnostic et de partager le constat. Et cette étape a été évidemment particulièrement longue parce qu'elle a été entravée par ce que des journalistes américains ont appelé dans un livre formidable, qui est une enquête extraordinaire, les semeurs de doute, c'est-à-dire ceux qui ont fait en sorte que le climato-scepticisme perdure, sème le doute et retarde une forme d'unanimité qui s'est exprimée très sincèrement à Paris et qui fait qu'enfin, à Paris, qui n'était pas un aboutissement mais qui est bien un préalable, nous avons partagé un constat. Aucun chef d'État n'est monté à la tribune pour mettre en doute la réalité du diagnostic climatique. Et puis, nous avons partagé une stratégie, un objectif et, en théorie, distribué les responsabilités. Quand j'avais écrit cette phrase que le président Chirac avait prononcée à Johannesburg, je crois en 92, je m'étais inspiré au moment où nous avions écrit avec Jérôme Bonnafont son discours, en fait d'une formule de Victor Hugo qui n'avait pas grand-chose à voir, mais qui m'avait inspiré cette phrase. Victor Hugo disait « La nature nous parle et nous ne l'écoutons pas ». Bon, donc quelque part, c'est une prolongation de cette phrase-là. Le chemin a été parcouru depuis, mais évidemment, nous avons perdu un long moment depuis 1992. Le phénomène de l'effet de serre n'a cessé que de s'aggraver. Et vous savez, tant qu'on n'a pas acté la contrainte, et la contrainte, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, chacun le sait, ou peut-être même des chercheurs, n'est pas l'ennemi de l'innovation, elle en est la condition. Et donc, tant que cette contrainte n'était pas partagée, il n'y avait aucune raison d'explorer l'efficacité énergétique, l'agroécologie, les énergies marines, les énergies renouvelables. Qu'avions-nous besoin d'aller dans des modèles énergétiques qui nous semblaient très archaïques, alors que le pétrole, le charbon avaient permis à une partie de l'humanité comme ça de sortir de terre. Maintenant que nous avons posé le diagnostic, que la science nous y a aidés avec les travaux du GIEC, l'humanité s'est mise en marche. Mais avec une difficulté qui est que nous n'avons pas encore cet état d'esprit universel. J'ai observé de l'intérieur les différentes discussions qu'il y a pu avoir en amont de la COP, pendant la COP. C'est encore les intérêts des États qui priment sur l'intérêt universel. Chacun essayant un peu de se dédouaner, de porter sur l'autre ses responsabilités. Que n'ai-je assisté pendant 3 ans au débat entre la Chine et les États-Unis disant maintenant à l'émergent qu'est la Chine, vous êtes maintenant un pays émergé et c'est vous qui émettez le plus de gaz à effet de serre en volume. Et les Chinois rétorquant aux Américains à juste titre, oui, mais par habitant, vous émettez 4 fois plus que nous. Et donc j'espère que nous sommes sortis enfin de cette attitude pour entrer dans une démarche plus positive. Alors, je voudrais juste insister sur quelque chose, c'est que c'est difficile de savoir si nous allons ou pas gagner, s'il est trop tard. Simplement, je l'ai dit à la présidente hier et elle a partagé mon point de vue, nous réussirons la bataille climatique évidemment à plusieurs conditions. D'abord, la première condition, oui, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais dit plus directement et plus brutalement, pardon de le dire s'il y a des pétroliers ici, il va falloir que nous laissions sous terre les 2/3 des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement accessibles. Et c'est probablement d'ailleurs cette affirmation qui fait que ça tétanise beaucoup de responsables politiques ou d'acteurs économiques. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que l'on cesse de détruire les écosystèmes. Mais non seulement qu'on cesse de les détruire, mais qu'on les réhabilite. Parce que nous sommes dans une forme de schizophrénie, c'est que d'un côté, nous mettons des moyens importants pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais de l'autre côté, nous observons avec une forme d'indifférence des dizaines de millions d'hectares de forêts dégradés chaque année, partir en fumée et restituer brutalement à l'atmosphère des millions de tonnes de CO2. Et donc, ça n'est pas l'un ou l'autre. Si nous voulons gagner la bataille climatique,
Il est très important que nous mettions l'accent et la priorité sur les deux stratégies. Et je pense que ça peut être d'ailleurs une extraordinaire occasion d'un contrat, mais d'un véritable contrat, où tout le monde soit gagnant entre le Nord et le Sud. Parce que la plupart des écosystèmes, que ce soit les zones humides, les mangroves, les massifs forestiers, mais les sols qui ont été désertifiés et qui condamnent des pays et des habitants à l'exode, on sait réhabiliter ces sols, on sait le faire, on sait redonner à ces sols d'abord une capacité de production pour produire des aliments, mais on peut redonner aussi à ces sols et à ces terres une capacité de stockage de CO2. Et le Nord doit passer un contrat, elle doit rémunérer les pays du Sud pour rendre ce service universel. Ça permettra d'abord à des populations de se fixer, éventuellement de revenir, et de réhabiliter des terres agricoles dont nous aurons besoin pour nourrir le 1,5 milliard d'habitants supplémentaires qui, normalement, doit nous rejoindre sur Terre d'ici 2050. Alors, tout à l'heure, tu faisais allusion aux conflits qui sont, hélas, de plus en plus nombreux sur cette planète, alors qu'on avait pu espérer à un moment donné que la multiplication des moyens d'information, des caméras un peu partout empêcherait des gens de se battre. Hélas, il n'en est rien. Tu faisais très justement allusion au fait qu'assez souvent ces conflits se tournaient autour de zones où il y avait de l'énergie fossile, donc des intérêts. Il n'y a pas que ça, bien sûr, puisqu'il y aura dans les années, peut-être les siècles à venir, des conflits autour de l'eau, qui va devenir une denrée rare, autour des aliments, puisque, comme tu le faisais remarquer, à peu près quand on est né, il y avait exactement 3 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui sur cette planète. Or, il ne s'est pas passé grand-chose lors de ces 50 dernières années. Mais on a appris aujourd'hui un chiffre terrible. Le nombre de réfugiés dans le monde, de déracinés très précisément, est exactement de 67 millions. Il se trouve qu'en France, ça nous a un peu touchés parce que 67 millions, c'est exactement le nombre d'habitants qu'il y a en France. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de déracinés dans le monde que naguère, alors qu'on pensait que ces cohortes qu'on avait vues dans des images d'archives étaient des cohortes destinées à disparaître. Pour être très précis, il y a à peu près les 2 tiers d'entre eux qui sont des gens qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre territoire, et il y en a 1 tiers, soit plus de 22 millions, qui sont carrément réfugiés hors de leur pays d'origine. Ça aboutit à tout ce qu'on voit aujourd'hui, nos crispations. Ce ne sont pas du tout les mêmes crispations que l'île Maurice, parce que depuis le tout début, vous avez su intégrer et faire cohabiter des communautés, des religions extrêmement différentes. On voit bien qu'en France, il n'en va pas de même, et hélas, dans une grande partie de l'Europe. Est-ce que tu penses réellement que c'est possible de dire que la priorité doit être donnée à un environnement meilleur quand il y a autant de gens qui errent sur les routes et dont la seule, évidemment, préoccupation est juste la survie? Mais c'est pas, les choses ne s'opposent pas, elles s'additionnent. L'enjeu écologique, l'enjeu climatique, ce n'est pas une préoccupation de riches, c'est un devoir de riches. Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui, pour des raisons de conflit, sont obligés de se déplacer, s'ajoutent à ceux qui fuient la désertification. Il y a eu des années récentes, en 2012, il y a eu près de 30 millions de déplacés ou de réfugiés à cause de phénomènes climatiques. Et l'on sait très bien, compte tenu qu'un tiers de la population mondiale vit à moins de 50 km des côtes, que si nous laissons ce phénomène nous échapper, avec les conséquences sanitaires, écologiques, économiques aussi, et alimentaires que tout cela produira, on comptera le nombre de déplacés en centaines de millions. Je le dis non pas de chiffres que j'ai inventés, mais si l'on en croit les grandes institutions mondiales, y compris la Banque mondiale, qui n'est pas réputée pour être forcément alarmiste sur ces sujets-là. Donc tout ça, encore une fois, s'ajoute, c'est-à-dire que dans des situations déjà tendues, évidemment, ça peut être un élément
aggravant, c'est un facteur multi-aggravant, l'enjeu climatique. Et tout à l'heure, j'ai écouté le témoignage poignant d'habitants de la zone, si je ne me trompe pas, du Tchad. Mais on sait très très bien qu'en Afrique, ça a été le cas quand il y a eu, je ne retrouve pas le nom de ce conflit, non pas au Sahel, ça va me revenir. Quand on a contraint des populations parce qu'il y a eu une désertification dans cette région centrale de l'Afrique et que des éleveurs de chameaux nomades ont dans le Darfour. Voilà, merci pour le Darfour, de se déplacer et à rentrer en compétition avec des pasteurs nomades. Ce n'est pas ça qui a mis le feu aux poudres, mais c'est le facteur qui a mis en compétition de territoires, de populations et qui a donné le drame du Darfour que l'on connaît. Le conflit syrien, qui sait qu'à la base, ce sont 1,5 million de personnes dans le nord-est de la Syrie, parce qu'en l'espace de 10 ans, les rendements agricoles ont chuté de 50% et les troupeaux ont été décimés de 80% à cause d'une accélération de la désertification et un basculement climatique. Ce 1,5 million de personnes s'est déplacé dans le sud-est de la Syrie et la rébellion syrienne, je ne dis pas que c'est le changement climatique qui a provoqué la rébellion syrienne, mais c'est bien cet élément qui a mis le feu aux poudres. Donc tout ça simplement pour dire que tous ces sujets-là se combinent. Ce n'est pas un simple problème environnemental. À partir du moment où, par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de régions, tu parlais tout à l'heure de l'accès à l'eau, où on voit des agriculteurs qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, mais que les précipitations, maintenant, elles ne tombent plus au bon moment. Elles tombent au pire moment de la récolte, et au lieu de tomber d'une manière modérée, elles tombent avec une telle intensité qu'elles détruisent toutes les récoltes et parfois elles lessivent les sols. Donc vous ajoutez un stress alimentaire ou un stress hydrique. Lutter contre la désertification, c'est effectivement faire en sorte que les exodes ruraux que l'on connaît ou les populations qui montent vers le nord, demain, évidemment, de faire en sorte qu'ils aient envie de rester chez eux. Ce que je voudrais simplement dire aussi, c'est qu'il est important de parler des solutions. La solution, elle passe d'abord par une forme de cohérence. Moi, je dois reconnaître que vous ne me connaissez pas très bien, mais je n'ai pas tous les jours le sourire quand on dit des choses et qu'on fait le contraire. Et je vais vous donner simplement un simple exemple. À Paris, et j'étais bien placé pour le savoir, la communauté internationale a eu un mal fou à mettre sur la table une promesse qui avait été faite à Copenhague mais qui n'avait pas été tenue, de mettre dans un fonds vert pour le climat, pour aider les populations les plus vulnérables, 100 milliards de dollars. Au passage, 100 milliards de dollars, je me demande à quoi ça correspond, parce que c'est quand même pas grand-chose quand on voit l'état du monde. Très sincèrement, on vous dira qu'on les a réunis. Je suis bien placé pour vous dire que je ne sais toujours pas si cet argent, ce sont des prêts. Et au passage des prêts, j'aimerais bien savoir comment le Burkina Faso va pouvoir les contracter. Je ne sais pas si ce sont des dons. Je sais encore moins la part d'argent privé et la part d'argent public. Et j'ai assisté sur ces sujets-là à nombre de conférences dans le monde entier. Et on a fait un vague calcul, on aurait, paraît-il, réuni 90 milliards. Dans le même temps, nous allouons la communauté internationale aux énergies fossiles sous forme de subventions, d'exonération, 650 milliards de dollars par an. Et là, je parle devant les professionnels de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OCDE chiffrent ce que l'on appelle les externalités négatives de l'utilisation des énergies fossiles, notamment sur un plan sanitaire. 4 000 milliards de dollars. Donc d'un côté, vous mettez sous forme de subvention 650 milliards de dollars pour entretenir un modèle énergétique qui nous en coûte 4 000 milliards de dollars et on ne trouve pas 100 milliards de dollars pour aider les pays affectés par les changements climatiques. Je sais bien qu'on aura beau jeu de discuter de ces chiffres, mais ça donne un ordre de grandeur. Et tant que nous serons dans ce type d'incohérence, nous serons dans une forme de mystification sur la solidarité. Tant que les économies du monde s'accommoderont que 60% de l'argent qui circule dans le monde se soit organisé pour produire de la richesse au sud et ne même pas affecter sa richesse aux pays du Nord en évitant la casse des États, donc en évitant la solidarité, nous serons dans la mystification. Pardon de dire les choses comme ça, mais nous devons avoir une approche systémique, holistique des choses. Il y a un modèle économique qui n'est pas compatible. Le temps où on pouvait s'accommoder qu'un pan entier de l'économie s'exonère de la solidarité n'est plus compatible compte tenu de l'urgence sociale, de l'urgence écologique
et de l'urgence climatique. Alors, Jennifer, qui est l'exactitude anglo-saxonne incarnée, et en plus suisse, nous fait remarquer qu'au coucou suisse, nous n'avons plus que quelques minutes. J'imagine qu'il faut les partager avec la salle. Je pense que ça serait intéressant qu'il puisse y avoir, chère modératrice, cet échange avec la salle. Quelques questions que vous pourrez poser en français ou en anglais, comme vous l'entendez, bien sûr. Julius Akinyemi from MIT. I will ask the question in English. First, I want to thank you very much for Mr. Hulot, for a very, very exciting and encouraging discussion. So my question to you is, as you mentioned, this is looking more to me like the financial crisis of the, well, I'll wait. Thank you. Sorry about that. 1 second. Sure. Okay, good. Okay? All right, so thank you so much for the deep discussion about this. So this is looking very much to me like the financial crisis of the 2000s. But even worse, because the West created the problem, and the impact of it was more severe on the developing economy, and we are still suffering from it. So as you already mentioned, since the crisis of since the crisis of the environment is created by a lot of the industrialized world that manufactured, and the cost of the manufacturing is what is causing the pollution. So my question is, why couldn't we discuss how we rebase the GDP of a country? And as you already mentioned, we take part of that and distribute it to the affected countries of the world by creating a negative GDP value that then get distributed to the affected country. I'd like to hear your comment on that. Une autre question, ici. On va les regrouper, et puis Nicolas répondra les unes après les autres. Ah, allez-y. Lady first. Voilà. Here. Bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. OK. C'est plus une contribution, je disais. C'est d'abord vous féliciter pour votre intervention qui est impactante et qui est vraiment d'actualité. Et moi, je partage vraiment à 100% votre position. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas se permettre d'être individualiste. Et je pense que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est pour cette raison. La base, c'est la solidarité, c'est le fondement. La solidarité, c'est dans tous les sens, en termes de partage, d'expérience, de données. On parlait de données tout à l'heure, en termes de moyens, en termes de connaissances. Et à mon avis, il est absolument nécessaire et fondamental qu'on fasse un plaidoyer. Il faut que chacun, à son niveau, puisse s'investir. Et c'est à nous, peut-être, personnes un peu différenciées et qui avons la chance de partager avec des gens et donc de gagner en connaissance et en maturité, de pouvoir impulser nos gouvernements. Moi, je pense fondamentalement à l'engagement des politiques, parce qu'en réalité, c'est eux qui sont les décideurs, mais aussi l'engagement de chacun à son niveau. À mon avis, on doit, au niveau où on est, faire le maximum et donner le meilleur de soi par rapport à nos différentes aires thérapeutiques et à nos différentes secteurs d'activité pour qu'on puisse changer les choses. Clairement, on ne peut plus se permettre de croiser les bras. On ne peut pas continuer à subir les choses. Nous allons tous vers le mur parce qu'il y a énormément de challenges, énormément de choses qui nous interpellent en termes de l'environnement, mais aussi de la santé qui est fondamentale. Sans santé, on ne peut rien faire. Et je pense qu'il est clair qu'il nous faut 2 choses en Afrique. C'est l'éducation et c'est aussi la santé pour faire avancer les choses. Alors, puisqu'on parle santé, peut-être une 3e question et Nicolas va répondre aux 3. Il y a quelques années, avant la découverte des antirétroviraux sur le sida, il y a une réunion en Afrique où il y a un ministre africain qui a parlé de la solidarité de la peur.
qui a dit vous vous intéressez au sida parce que vous êtes touché au nord. Nous aussi, on est touché au sud et vous allez voir, on va très vite trouver des moyens parce que vous êtes intéressés. On a trouvé des moyens. Et je voulais, ce que vous avez dit sur les réfugiés, enfin sur les déplacés, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, c'est le spécialiste. C'est le problème de la tuberculose. Et quand on dit aux gens, vous savez, ils sont au milieu de nous, les gens. Et quand vous allez avoir une multiplication majeure, parce que le fait d'être déplacé entraîne un passage de la tuberculose latente à la tuberculose active, et que c'est une maladie hautement contagieuse. Quand j'étais étudiant en médecine, on m'a dit, oh, vous inquiétez pas, c'est fini le BCG. C'est 1,5 million de morts par an. Aujourd'hui, la tuberculose, ça sera beaucoup plus. Tous les travaux que nous faisons sur les migrants politiques, climatiques, économiques, et fait que si on dit aux gens, vous savez, vous risquez d'attraper la tuberculose, parce que vous avez ces migrants, et cette solidarité de la peur, peut-être pourrait faire avancer les choses. Alors, on serait tenté de vous dire aussi qu'il peut peut-être donner l'envie à certains de refermer leurs frontières, justement pour éviter toutes sortes de prolifération. Nicolas, je vous donnerai on fera une dernière salle. Un exercice délicat d'ailleurs, parce qu'il faut jouer sur les deux registres. Il ne faut pas provoquer la peur pour le plaisir de provoquer la peur, mais si vous donnez le sentiment aux uns et aux autres qu'on peut encore attendre, qu'on a le choix de faire ou de ne rien faire, qu'il peut y avoir un dénouement heureux en prolongeant un modèle économique de production tel que nous l'avons développé depuis 150 ans, franchement, le doute profite toujours à l'excès. Donc il est important de dire la vérité parce que nous serons comptables devant l'histoire de ne pas avoir dit la vérité. Si nous continuons le modèle existant, ça se termine mal pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, mais il faut le dire. Mais si dans le même temps, vous ne proposez pas des solutions, évidemment, vous provoquez une forme ou de tétanie, ou de refoulement, ou de négation. C'est plus facile aujourd'hui de proposer des solutions que ça ne l'était il y a encore même quelques années, parce que, notamment dans le domaine de la recherche, parce qu'il y a eu des initiatives dans tous les domaines. On parlait d'agroécologie tout à l'heure. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires, pas simplement dans les pays du Nord, dans des pays africains, qui sont reproductibles à grande échelle. Et vous avez des expériences, par exemple à La Réunion, sur des modèles énergétiques, des pratiques énergétiques. On combine des avantages pour produire mieux et produire plus, mais également pour permettre aux paysans de produire de l'énergie. Bon, bref, voilà. Donc, il faut jouer sur ces deux registres, mais j'espère effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que vous disiez, que ça va mettre en suspens un certain nombre de préjugés, de différends, de contentieux, parce qu'on voit bien, on sent bien que soit on met nos moyens en commun, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que, vous savez, la misère, elle est comme l'eau, elle trouve toujours une issue. Et cette idée qu'on pourrait construire des murs, que l'on pourrait, nous, dans nos pays nordiques, dresser, mettre des barbelés, des murs de parpaing, ou ce que j'appelle parfois des murs virtuels, c'est-à-dire ne pas regarder la réalité. Moi, j'ai fait un film il y a quelques années qui a été beaucoup décrié en France, qui s'appelait « Syndrome du Titanic », et ce que je voulais justement montrer, c'est que c'est futile de vouloir construire des murs dans un monde qui est maintenant fluide, et que la misère comme l'eau, elle trouve toujours son chemin. C'est une question de temps. Donc, ça n'est pas une solution. Et au contraire, non seulement ça ne fait que reculer, mais ça ne fait qu'amplifier les conséquences. Donc, il faut bien comprendre que nous avons une obligation de partager les solutions, de partager les moyens. Pour les partager, il faut les rendre accessibles. Et pour les rendre accessibles, et notamment un certain nombre de technologies, il faut les développer à grande échelle et en faire tomber les coûts. Les énergies renouvelables, on le voit bien d'ailleurs, sans qu'elles aient été soutenues comme a pu être soutenues les énergies fossiles ou comme a pu être soutenue l'énergie nucléaire, le coût du solaire, en l'espace de 10 ans, a été divisé par 2, par 3 ou par 4. Mais il en sera de même pour l'ensemble des dispositifs d'efficacité énergétique ou du bouquet énergétique, si nous sommes capables de cesser d'introduire un avantage compétitif aux énergies fossiles, mais de faire en sorte qu'au contraire, avec le prix du carbone, nous émettons chaque année 50 milliards de tonnes de CO2. Vous mettez simplement la tonne à $10. Ça vous fait déjà une petite manne de 500 milliards de dollars. Elle serait bien affectée pour aider notamment les pays du Sud à s'adapter pour ceux qui sont confrontés au changement climatique, mais également à s'émanciper et à se développer.
Oui, de quoi l'Afrique a besoin? D'avoir aussi accès très rapidement à une énergie élémentaire, parce que cet accès à l'énergie élémentaire conditionne l'accès à d'autres besoins élémentaires. L'Afrique n'a pas besoin forcément de grandes unités centralisées immédiatement, parce que si on attend que l'Afrique soit reliée par tous les réseaux, on y sera encore dans 30 ou 40 ans. Mais l'intérêt des énergies renouvelables, c'est que ça permet sur un territoire petit ou moyen ou grand de s'autonomiser très rapidement. On commence à savoir très très bien stocker les énergies intermittentes. Et quand on utilisera probablement dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent l'hydrogène, vous verrez qu'à très grande échelle, nous serons capables de stocker, y compris pour de l'industrie lourde, l'énergie intermittente. On est à l'aune d'une révolution. Ceux qui ne l'ont pas compris, et pardon de vous le dire, mais même les Chinois l'ont compris. Et ils l'ont compris avantageusement sur un plan économique. Alors, je n'ai pas forcément bien compris le sens de la question sur le nouveau PIB. Ce que je veux simplement dire, c'est que il va falloir que nous sortions de l'orthodoxie économique et financière. Vous savez, je le disais à midi dans un déjeuner que nous avions, je donnais cette phrase d'Hugo Chavez. Il disait dans un moment de provocation, il disait « Si la planète était une banque, on l'aurait sauvée depuis longtemps ». Mais derrière cette plaisanterie qui n'en est pas une, quand il y a eu la crise bancaire, est-ce que vous avez vu hésiter les banques centrales une seule seconde pour faire de la création monétaire, pour renflouer les banques? Et on se pose la question pour investir sur les changements climatiques, pour sauver les populations. Donc je sais bien que ça n'est pas aussi simple, mais enfin faire de la création monétaire à travers des banques publiques d'investissement qui soient bien fléchées sur cette priorité et qui permettra effectivement de l'autonomie énergétique et de ne plus payer à terme son énergie, c'est aussi une manière de non pas faire des dépenses, mais faire des économies. Et d'ailleurs, au passage, il serait peut-être temps que l'économie revienne à sa signification première, qui est bien d'économiser. La taxe sur les transactions financières, je me bats, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que ça n'est pas notoire dans mes engagements, pour faire en sorte que 11 pays européens, 11 malheureux pays européens, se mettent enfin d'accord sur un minimum, pour au moins donner l'exemple. Mais si on soumettait ces taxes sur les transactions financières à une taxation franchement ridicule sur l'ensemble de la planète, mais ce n'est pas 100 milliards que l'on va trouver, ce sont des milliers de milliards de dollars. Ça paraît très caricatural, j'entends bien. Mais pardon de vous dire, c'est là que sont les solutions pour sauver l'ensemble de l'humanité. Voilà. Le regard de Jennifer se fait maintenant très impératif. Donc, nous avons compris que c'était fini. Surtout qu'ici, c'est extrêmement bien organisé. Vous avez vraiment formidablement dominé ce sujet. Et puis demain, ça va recommencer, bien sûr. Oui, avec un mot de conclusion, parce que lui ne peut pas s'empêcher. On appuie sur la case Hulot et ça marche. Non, mais parce que pour fermer le banc, je voudrais vous transmettre, je l'ai fait 1000 fois, mais j'aime tellement cette phrase, une petite phrase de notre ami chinois, le Dalai Lama, tibétain, pardon, qui dit, et je m'en sers souvent dans les moments de désespoir, il dit, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, alors faites l'expérience de dormir avec un moustique et vous verrez qui empêche l'autre de dormir. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much, Monsieur Prof. Davor and Monsieur Hulot. Fantastic, thought-provoking end to a very rich day. So thank you very much.